Bonjour à tous. Donc, nous continuons cet après-midi avec la session dédiée au centre CEMAVEM avec un programme dense. Et on m'a demandé avec insistance d'essayer de faire respecter les horaires. Donc 10 minutes de présentation, 5 minutes de discussion ou 15 minutes au total. Donc on commence tout de suite. Mado Gilanton de l'association Apaisée, ainsi que le centre de référence pour vivre avec une syringomyélie et ou un chiari. Voilà, on va vous effectivement parler de ce qui est la vie avec ces deux pathologies. Et pour cela, on va s'appuyer sur deux données. D'une part, pour le centre de référence, Fabrice Parker va regarder ce qui a été publié, les registres en particulier de l'association américaine Conquer Chiari, les études et les résultats de post-chirurgie. Tandis que nous, Association Apaisée, nous allons nous appuyer sur un travail que l'on a en cours depuis plus d'1 an, qui s'appelle « Vivre avec la syringomyélie et le chiari », et pour lequel on a programmé 8 enquêtes en fin 2020, avec 300 questions, plus de 2200 répondeurs, avec en moyenne donc 271 répondeurs par question. Cette enquête parlait du parcours, de la prise en charge, du ressenti, de l'impact, mais cet après-midi, on va parler des impacts particulièrement. Quand on parle des impacts, on ne peut pas faire l'impasse de parler des symptômes. Je passe la parole à Fabrice. Oui, donc quand on tape PubMed et qu'on introduit donc Chiari Syrinx d'un côté et puis Quality of Life de l'autre, il y a très peu d'études qui sortent, 7 au total. Et le point commun est qu'il y a un retentissement, on va le voir, plus que significatif sur le quotidien. Donc tout de même un petit nombre d'études. Alors c'est à toi. Alors, l'une des études les plus intéressantes sur lesquelles on va revenir tout à l'heure est celle donc, du Conquer Chiari qui a pour objectif de demander aux patients de remplir les questionnaires en ligne. Et on se rend compte qu'il y a des retentissements importants sur les activités quotidiennes, comme en particulier le fait de prendre la voiture, la randonnée, la marche, la descente des escaliers, les activités ménagères et aussi la simple hygiène corporelle. Et qu'au fond, plus de 90% des malades sont identifiés comme étant impactés par cette maladie dans leur quotidien de façon importante. Alors effectivement, quand on parle d'impact et qu'on fait une enquête, on ne peut pas faire l'impasse sur demander quels sont les symptômes. Et vous voyez, la liste des symptômes est très importante. Le symptôme qui est le plus fréquemment cité et qui impacte le plus est la fatigue. Plus de 85% des patients parlent de fatigue, même sans douleur. Ça vient avant les douleurs. Bien sûr, il y a tous les ressentis sensitifs. Et puis, quelques symptômes de type plus handicapant, physique visible, je dirais. Et on note quand même qu'il n'y a que 1%, moins de 1% des patients qui déclarent n'avoir aucun symptôme. Alors, quel est l'impact dans le quotidien de ces symptômes? Parce que quand on parle de symptômes, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? La fatigue, qu'est-ce que ça veut dire? La douleur, qu'est-ce que ça veut dire? On se rend compte qu'il y a deux types de difficultés. D'une part, les difficultés physiques, et ce sont ce dont parlait Fabrice tout de suite, c'est-à-dire pas faire ses courses, pas pouvoir porter de poids, ne pas pouvoir conduire, ne pas pouvoir faire son ménage, des choses comme ça. Mais il y a aussi les difficultés d'ordre intellectuel. Et ça, c'est dû pour 60% des patients à vraiment une difficulté de concentration. Et ça va impacter le pas pouvoir suivre une conversation quand on est avec des amis, ne pas pouvoir remplir ses papiers, ne pas suivre ses démarches, ne pas pouvoir faire les devoirs avec les enfants. Donc c'est quelque chose qui est très validé aussi par les patients. Alors bien sûr, la question qu'on a posée, c'est mais qui aide dans ce cas-là? Et on s'aperçoit que l'aide, elle vient bien sûr du milieu familial et du milieu amical, mais que 25% des patients n'ont absolument aucune aide, sont dans une solitude complète par rapport à cela, et on n'a que 2% des patients qui ont une aide professionnelle médicale. Et comme le dit cette personne, puisqu'on a récupéré beaucoup de verbatim, cette maladie impacte la personne porteuse en quelque sorte, mais aussi et surtout la famille et les autres.
Quand on parle de famille, justement, alors quels sont les impacts sur les conséquences familiales? On a posé la question, avez-vous eu des modifications dans vos projets familiaux? 39% des patients déclarent avoir fait des renoncements. Le renoncement, il va de la relation amoureuse au renoncement sur un projet familial, d'avoir un enfant, renoncement à un mariage, à une union, renoncement à acheter un bien immobilier, tous les renoncements ou à concrétiser une relation. Puis bien sûr aussi des séparations. Maintenant ça, il faudrait le comparer avec la population générale. Il y a une dame qui l'exprime très bien, elle dit « Mon conjoint n'a pas supporté le diagnostic alors qu'on avait un projet immobilier, un projet d'union. Cela a changé tout dans ma vie, j'ai tout perdu, personnellement et professionnellement. » Bien sûr, quand on parle des conséquences familiales, on ne peut pas non plus ne pas parler des conséquences intimes. Et on a eu un questionnaire assez important sur la sexualité, questionnaire où on demandait aux patients s'ils voulaient répondre au questionnaire sur la sexualité. Et on a eu à peu près 79% des patients qui ont répondu. Là aussi... Après, nous avons enlevé les chiffres des personnes qui disaient ne pas être concernées, et on constate que 3/4 des patients ont une activité sexuelle moins importante, déclarent avoir une activité sexuelle moins importante, que dans 40% des cas, il y avait une difficulté à avoir un rapport abouti, et une difficulté aussi à avoir du plaisir. Et là, ça concerne presque 40% des patients. Quelque chose qui est beaucoup relaté par les patients, on a énormément de verbatim sur ce poste-là, c'est que les patients disent avoir des douleurs qui sont déclenchées par l'orgasme. C'est quelque chose sur lequel on ne travaille jamais, mais là-dedans, et bien sûr ça implique aussi le partenaire, puisque le partenaire créant des douleurs, lui aussi commence à avoir des difficultés, à associer en fait relations sexuelles et douleurs, et ça crée des difficultés. Néanmoins, on n'a que 9 personnes sur 10 qui n'en ont jamais parlé à un médecin ni à un professionnel de santé. Quand on touche à ce qui est le corps, et aussi bien sûr l'activité sexuelle, on a demandé quel était l'impact sur l'estime de soi, sur l'estime de l'autre. Et on s'aperçoit que 2/3 des patients expriment une peur par rapport au regard du partenaire. Peur de ne plus plaire, peur de ne pas donner assez de plaisir, peur de ne pas répondre aux attentes. Alors même que le partenaire, on voit 56% des partenaires qui n'ont pas de modification du regard. Et là, on a un besoin de verbatim énorme. D'ailleurs, on met sur ce projet-là, dans les groupes focus, une professionnelle de la parole de l'intime, et pour mieux comprendre et pour mieux aider. Et beaucoup de patients expriment ce qui est écrit là, c'est-à-dire « je n'aime pas celle que je suis devenue, les médicaments m'ont fait grossir ». Il y a aussi l'impact des valves, par exemple, et puis bien sûr les handicaps, en particulier modifications, les atrophies des mains et tout ça, sur lesquels les patients ont une réelle souffrance. On va parler là sur l'emploi et les finances. Alors, il y a quelques études qui sont intéressantes, montrant le retentissement sur l'activité professionnelle à partir du moment de l'annonce diagnostique. Et ça, c'est un point qu'on peut un peu avoir tendance à sous-estimer, avec un impact financier négatif dans 2/3 des cas, et également dans la période qui suit l'annonce, une réduction des gains de la famille. Alors bien sûr, c'est un sujet aussi qu'on a abordé. On a demandé l'impact sur l'emploi. On a 53% des patients qui ont changé d'activité professionnelle. Sur ces 53%, uniquement 15% ont eu un poste adapté. Tout le reste, c'est des démissions ou des licenciements. On a sur les personnes, donc il y a 3 personnes sur 4 qui estiment avoir subi leur changement professionnel. 1 sur 5 estime avoir eu une discrimination. Dans l'échantillon qu'on avait, ça correspondait à 44 personnes, mais aucune n'avait porté plainte. Et c'est vrai qu'il y a mais vous voyez les verbatims, mais il y a une personne qui dit au niveau pro, le plus dur, est-ce que mon employeur ne comprenait pas et me disait que j'exagérais. Quand on parle d'impact sur l'emploi, bien sûr, il y a l'impact sur les ressources financières, comme l'a souligné l'étude, le registre Conquier-Chiari.
On voit pour 6 personnes sur 10 un impact négatif au niveau financier. Alors l'impact négatif, il va de la personne qui gagne moins d'argent mais qui avait des économies de côté, ou qui a la famille qui aide, ou qui a un héritage et qui dit j'ai moins d'argent mais j'arrive à faire, à les fins de mois sont difficiles, et 6% sont en situation de surendettement. Situation de surendettement, on a demandé quel poste était impacté. Situation de surendettement qu'on retrouve dans le logement, c'est-à-dire des gens qui changent de logement parce qu'ils n'arrivent plus à payer le loyer, ou qui vendent leur maison parce qu'ils n'arrivent pas à payer les prêts. Une personne sur 5 fait des économies sur l'alimentation. Et autrement, je dirais que dans le Chiari et la Syringomyélie, on n'a pas attendu le Covid pour savoir qu'il y avait des postes non essentiels, et ce sont tous les postes de loisirs, sociaux, tourisme qui ont été diminués pour plus de 50% des patients. Il y a 26% des patients qui sont en invalidité, donc c'est un petit peu plus que pour Conquier-Chiari. En RQTH, on a 35% des patients qui sont mis en RQTH. Alors l'RQTH, c'est très contesté en fait, parce que quand vous faites un dossier MDPH, la première chose qu'on vous donne, c'est ce qui ne coûte rien à la MDPH. Donc, ils vous le donnent. Par contre, l'impact sur l'emploi, sur l'embauche ensuite est impressionnant. Et c'est ce qu'indique une des personnes qui a répondu, avec un impact très, très discriminatoire sur l'embauche. Quand on a voulu savoir aussi de combien était la perte financière, et pour 40% des cas, des personnes qui avaient une perte financière, il y a une perte de plus d'un mois de salaire annuel. Donc au niveau annuel, ils perdent plus d'un mois de salaire. Et on a quand même 25% des cas qui perdent la moitié de leur salaire annuel. Par contre, on s'est posé la question des coûts des soins, parce que c'est souvent ce qu'on entend. Et 80% des patients n'ont aucune charge, c'est-à-dire que la sécurité sociale et le mutuel couvrent les charges qui sont de frais de santé, alors que quand même 17% des patients dépensent plus de 500 € annuellement pour les soins. Alors il y a des soins effectivement qui ne sont pas pris en charge, c'est l'hypnothérapie, quand ce n'est pas fait à l'hôpital, les thérapies manuelles, les magnétiseurs, les autres méthodes de relaxation, le CBD, le cannabis, donc des choses qui ne sont pas reconnues, mais on a aussi des patients qui ont des charges sur la kiné, sur les médicaments non remboursés, sur le psychologue, sur l'acupuncture, sur les radiologues, les dépassements d'honoraires, sur les dépassements d'honoraires, y compris du médecin généraliste, sur l'ergothérapie, les podologues et l'activité physique adaptée, alors même que l'on dit qu'aujourd'hui, on peut faire prendre en charge l'activité physique adaptée. Alors on retrouve également des données sur anxiété et dépression, avec une meilleure réponse à la prise en charge chirurgicale pour ce qui est de l'anxiété par rapport à la dépression. Et sur les diagrammes peut-être un peu compliqués en apparence, on a en rouge le pré-op, en bleu le post-op, et en noir les valeurs entre guillemets d'une population normale. Et on voit que dans certains groupes, Chiari, Syrinx, il y a une amélioration de l'aspect social, alors que dans d'autres, il y aura davantage une amélioration de l'aspect physique et de l'aspect douleur, sans pour autant qu'on retrouve le même bénéfice sur le plan social. Bon, alors, malgré l'amélioration donc de la qualité de vie après la chirurgie, les symptômes persistent quand même et de façon, entre guillemets, plus limitante que dans la population normale. Alors effectivement, là, ce n'est pas l'étude de Vivre avec, mais c'est une enquête qu'on avait faite l'année dernière. On voit que les patients, dans 78% des cas, sont satisfaits par rapport à l'intervention, disent que c'est une réussite, alors même que 52% ont une diminution des symptômes. Il n'y a que 7% qui ont une disparition des symptômes, et 42% ont autant ou plus de symptômes. Et le chiffre de 78% correspond aussi à une étude observationnelle qui a été faite au Kremlin-Bicêtre, qui sortait exactement le même chiffre. Comme quoi notre échantillon n'est peut-être pas trop mauvais. Alors, en conclusion... Bon, en conclusion, donc, il nous est apparu intéressant d'aller vers une échelle d'évaluation sous la forme d'un auto-questionnaire, et ça va être rendu possible. C'est un travail de Steven Knafo, qui est co-subventionné par la filière et par APZ.
Effectivement, donc un travail à suivre de ce côté-là. De notre côté, sur le projet Vivre avec, en ce moment, nous sommes en train d'affiner les verbatims. On a eu plus de 1500 verbatims. On fait des groupes focus, et en particulier sur la sexualité, mais autres, hein, sur les enfants, sur les aidants d'enfants, sur les aidants de personnes plus âgées. Et on va écrire donc un livre blanc pour la fin 2002. Et pour tout ce travail, moi, je voulais remercier une équipe d'Apaisé, hein, constituée de 8 personnes. Donc, il y a Gérard, il y a Claire, Anne-Claire, Sylvia, Hélène, Régine. Frédéric, qui est notre chef de projet et qui est un guide dans l'écoute, dans l'option d'une parole citoyenne, parce que nous sommes des malades, mais nous sommes avant tout des citoyens. Et puis, remercier aussi les répondants, hein, qui étaient 2217 questionnaires remplis et plus de 1500 verbatims. Merci de votre attention. Voilà, donc c'est juste 14 minutes. Il y a peut-être une question. Il n'y a pas de question en ligne. Il y a une question dans la salle, non. Alors, je vois que Jean-Marie Joannick, peut-être que tu peux venir au bureau pour co-chairer la session avec nous. Et du coup, on va peut-être passer la parole directement à Jean-Rodolphe Vigne et Paul Roblot pour le positionnement de l'OBEX dans la malformation de Chiari. Donc Jean-Rodolphe, le timing, tu le connais. Non, c'est peut-être Paul Roblot. On y va. Alors, bonjour, Paul Roblot. Effectivement, moi je suis chef de clinique en neurochirurgie A au CHU de Bordeaux. Monsieur Vigne, je ne sais pas s'il a pu se connecter. Moi, je suis désolé de ne pas pouvoir être parmi vous. C'est parce que je suis isolé pour cause de Covid. Je vais vous présenter alors la position de l'OBEX. C'est un travail qui a déjà été fait chez l'enfant et qui est publié dans la GNS pédiatrique, et un point sur lequel on commence à s'intéresser chez l'adulte, en tout cas au CHU de Bordeaux. Pourquoi on fait ça? Parce que, alors je pense que je l'apprends à personne, mais la relation entre la descente des amygdales cérébelleuses à travers le foramen magnum, qui reste actuellement la définition de la malformation de Chiari, et le caractère symptomatique ou non de cette malformation est pas très bonne. Cette corrélation n'est pas très bonne pour le moment. Et on a quand même en plus un peu l'impression de pouvoir s'intéresser à la physiopathologie de la syringomyélie à travers cette structure, parce que, on en reparlera après, mais c'est aussi le début du canal épendymaire. Donc ça se fait en 3 parties, ce travail. La première partie qui est terminée, c'est un travail qui a consisté à regarder si l'OBEX qu'on trouve ici, donc, qui est la fin du bulbe, juste en arrière du faisceau pyramidal, et qui est ce petit point, on a voulu regarder si la position était effectivement aussi changée chez l'adulte, comme ça avait déjà été montré chez l'enfant. Parce qu'on s'intéresse à cette structure, parce que c'est quand même, on a l'impression, bien corrélé au début du canal épendymaire, même si les IRM actuels ont un petit peu de mal à mettre en évidence le canal épendymaire sur les séquences T2. Donc ce premier travail, il a consisté à prendre 30 sujets sains qui ont eu des IRM en séquence T2. C'était des IRM de recherche, donc d'excellente qualité, avec des coupes inframillimétriques. On voyait parfaitement l'OBEX, et on a comparé à tous les malades qui ont été opérés dans le service de neurochirurgie A d'une malformation de Chiari, en considérant que s'ils avaient été opérés, c'est qu'ils étaient symptomatiques. Donc on a voulu confirmer que sur l'IRM préopératoire dont on disposait, qui est également d'excellente qualité en général, que la position de l'OBEX était différente entre les sujets sains et les patients opérés. Pour ça, on a pris des critères qui sont finalement très très standards. C'est la ligne de Chamberlin, la ligne de McGregor, la ligne de Macrae. Donc c'est globalement les lignes qui passent par le foramen magnum, qu'on connaît tous. La mesure, elle s'est faite ainsi, c'est-à-dire qu'on prenait le point, donc là par exemple c'est la ligne de Macrae, on prend le basion, on prend l'opistion, donc le bord antérieur, le bord postérieur du foramen magnum. On a également fait ça avec le palais dur et le bord postérieur du foramen magnum pour la ligne de McGregor par exemple. Et on a tracé une droite
passe par ces 2 points, et on a mesuré la distance par rapport à cette droite en prenant l'orthogonale, et ça nous a donné ces mesures-là. Donc, chez les sujets sains, on avait une population, alors on n'avait pas une population suffisamment nombreuse pour faire des comparabilités de groupes exacts, mais c'est vrai qu'on a quand même l'impression d'être assez correspondants, c'est-à-dire qu'on a des patients qui sont un peu plus de femmes dans les 2 groupes, avec des âges relativement similaires pour qu'il n'y ait pas de différence significative. Et alors ici, je vous ai représenté, donc c'est Chamberlain, McGregor et Macrae. Et à chaque fois, on a une différence significative de position. En rouge, j'ai mis les points où était positionné l'OBEX chez les sujets sains, et en bleu, chez les sujets opérés d'une malformation de Chiari, donc considérés symptomatiques. Et à chaque fois, on avait une différence significative. On a également d'ailleurs mesuré la ligne de Wackenheim, donc la ligne basilaire, qui montrait également une différence. Et ça, on s'y attendait un petit peu aussi, parce qu'en fait, on confirme que c'est une malformation de la charnière en elle-même, et pas simplement un déplacement des structures neuronales. Ensuite, une fois qu'on a confirmé ce constat, l'étape pour nous, ça a été, et c'est encore, parce que c'est actuellement le travail qui est en cours, de comprendre est-ce qu'il y a vraiment un lien entre ce point d'OBEX, ou est-ce que ce ne serait pas plutôt l'OBEX comme marqueur de la structure anatomique concernée, c'est-à-dire que est-ce que ce ne serait pas une déformation du bulbe qui modifierait l'anatomie du canal épandymère et éventuellement expliquerait quelques symptômes en fonction des noyaux des nerfs crâniens qui sont autour de ce canal épandymère dans le bulbe. Et ça, finalement, même en ayant regardé beaucoup de vieux bouquins d'anatomie et même des choses qui sont plus récentes, d'ailleurs un article récent sur ce début du canal épandymère, on n'a pas énormément de détails sur sa position anatomique physiologique, sur sa forme, sur sa direction. On n'est pas très bien capable de l'évaluer, ce canal épandymère, dans sa portion proximale, avec les IRM actuels. Donc, le travail actuel, c'est, comme tout travail anatomique, on passe par du travail au laboratoire d'anatomie, où on prélève des troncs cérébraux en incluant l'OBEX et le canal épandymère jusqu'en dessous de la lame de C2, puisqu'il me paraissait relativement indispensable d'étudier cette structure au moins juste en dessous de C2, vu que c'est à la fin dans l'objectif de la malformation de Chiari. On prélève ces troncs cérébraux, on est actuellement en cours de les étudier en histologie. Alors là, on est en cours de marquage, d'immunomarquage, pour essayer de repérer les noyaux des nerfs crâniens et de faire une reconstruction de la position normale de ce canal épandymère dans sa position physiologique. Et ce travail avance bien. La reconstruction 3D, j'ai mis un point d'interrogation. Ça, c'est l'objectif final de ce travail, c'est de faire une reconstruction 3D de ce canal épandymère et de cette portion du tronc cérébral. Mais à Bordeaux, on n'a pas encore les machines pour le faire. Je reviendrai vers vous, chers collègues parisiens, sur ce point. Enfin, et ça, on n'en est pas encore là, ce constat, on aimerait, non seulement après l'avoir confirmé chez l'adulte, essayer de comprendre pourquoi. Et là, parce que jusqu'à on considère même encore que la syringomyelie serait favorisée par une espèce d'effet clapé des amygdales sur ce début du canal épandymère, sauf qu'on sait très bien qu'elle peut survenir sur des malformations de Chiari peut-être un peu moins, avec une charnière un peu moins déformée, pas forcément juste en cervical haut, mais parfois n'importe où dans la moelle épinière. Donc il y a des choses qu'on ne comprend pas dans cette syringomyelie, et même s'il y a aussi des facteurs génétiques qui ont été montrés il n'y a pas si longtemps que ça, c'est quelque chose qu'on aimerait bien étudier à partir de cette reconstruction et à partir éventuellement d'une nouvelle séquence IRM dont on vous parlera plus tard. Merci. Et je vous remercie de votre attention. Alors, une ou deux questions. Je regarde en ligne s'il y a des questions. Non. J'imagine qu'en préopératoire, quand il y a une impaction foraminale qui est extrêmement importante, on doit avoir quand même
une certaine difficulté à pouvoir identifier l'OBEX, même avec des séquences fines. Et question, ou c'est peut-être un projet pour vous, quid de l'évaluation de la réponse thérapeutique à la décompression? Est-ce qu'il y a une modification de l'aspect de l'OBEX ou de sa position dans les suites opératoires? Je pense que c'est peut-être une deuxième partie de votre travail. Alors, oui et non. Caroline m'a demandé de réaliser ce travail, sauf que on n'a pas ils n'ont pas tous les IRM post-op encore, parce qu'on a fini les inclusions en 2021, et que si je devais faire des IRM hors cadre de soins courants, les démarches sont un petit peu plus compliquées. Donc, ça va être fait, mais pas tout. Merci, vraiment très intéressant. Merci à vous. Attends, je vais prendre l'autre micro. Merci Fabrice. S'il veut bien marcher, non, je crois que c'est bon. Juste quelques mots d'introduction, puisque là, on va appeler Thierry Audon et son équipe. Vous me permettez de faire un tout petit flash sur les activités qui ont été les nôtres dans les 5 dernières années, plus autour des anomalies vertébrales et médulaires, mais qui me semblent importantes pour la vie de la filière. Comme vous le savez, il y a eu un travail qui a été poursuivi de rédaction de PNDS. Donc, nous avons achevé et mis en ligne le PNDS concernant la prise en charge périnatale des dysgraphismes ouverts. Timothée, en lien avec un groupe d'écriture et de relecture, achève un PNDS dédié à la prise en charge des dysgraphismes fermés. Ça vient clore un petit peu toute l'apport, la contribution que Michel Zera a eu à la connaissance et à la prise en charge de ces anomalies. Je regarde Fabrice parce que je sais que vous êtes amis depuis la période de l'internat. Par chance, Michel, comme tous les grands hommes, a essaimé beaucoup d'élèves qui, d'ailleurs, ont eu l'intelligence de se répartir de manière assez équitable sur le territoire. Je pense à Timothée de Saint-Denis, je pense à Federico Diaroco, je ne sais pas s'il est connecté, je pense à Thomas Rougeau, je pense à Olivier Klein. Nous avons en parallèle, nous sommes très attachés à avancer sur la description phénotypique des cas pour ensuite faire un lien avec la génétique. Rafik nous disait hier, je crois qu'il citait les données d'Euragen, qu'on arrive à un taux de couverture diagnostique qui est de l'ordre de 40%. Alors c'est un diagnostic hors tout, hein. Vous savez que nous on a affaire à des malformations dont le mécanisme est plus oligogénétique et il va être inférieur à ça, mais on s'est beaucoup battu pour pouvoir obtenir une préindication pour les dysgraphismes malformatifs avec l'aide notamment de Laurence Fèvre. Ce travail de caractérisation, il se poursuit par une mise à jour de la classification Orphanet pour les dysgraphismes qui a été coordonnée par Timothée de Saint-Denis et Ferdinand Dombre et qui, dans le cadre des ERN, sous l'égide d'Ithaca, va être proposé à un panel d'experts pour une validation. Et ensuite, on aura besoin de vous aussi, cliniciens, pour enrichir cette classification, pour permettre d'enrichir les signes qui sont associés. Puis en parallèle, il y a beaucoup d'actions sur les anomalies vertébrales complexes. On a organisé, il y a 1 an maintenant, Thierry, avec Raphaël Vial, une journée dédiée complètement à ces anomalies qui étaient vraiment de très très grande qualité. Et ça a introduit Thierry, qui est un des centres très moteurs hein, sur toute la façade ouest, notamment pour la prise en charge des anomalies vertébrales. Merci beaucoup Thierry. Merci Jean-Marie. Alors je vais vous présenter un projet de recherche. Alors si on peut avoir les diapositives, qu'on a été nommé centre constitutif il y a 5 ans. La première question qu'on s'est posée, c'est finalement quel type de patients s'adressaient, où est-ce qu'ils étaient nombreux, où est-ce qu'ils étaient localisés. Et comme souvent dans les maladies rares, autant on sait qu'il y a entre 6 et 8 000 maladies rares par an, mais on ne sait pas vraiment combien de patients ça correspond. Et donc on s'est rapproché d'une structure qui est au CHRU de Tours, hein, qui s'appelle Epidéclic, et qui est un des leaders donc c'est une structure universitaire, hein, qui est leader dans l'étude et l'analyse des données qui peuvent être fournies par les systèmes d'information des hôpitaux et des bases de données de la Caisse nationale d'assurance maladie. Alors c'est un projet qui est fait en
en partenariat avec donc le service d'informatique et d'épidémiologie, et notamment le professeur Leslie Guillon, qui est très investi dans l'utilisation de ces bases de données. Donc, on n'avait vraiment pas de données épidémiologiques, que ce soit pour la malformation de carie, pour la syringomyélie, pour le spina bifida, et les malformations vertébrales et médulaires rares. Et donc, on a essayé de fabriquer un système qui pourrait, à partir de ces données médico-administratives, savoir où sont ces patients, leur nombre, où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils consomment du soin. Alors, l'objectif principal, donc, c'était estimer la fréquence de ces pathologies, et puis dans toute cette zone géographique, donc on a donc des CHU, des CHG, mais également des centres des centres de rééducation, et le codage CCAM. Alors, il est fait donc à la fois pour les diagnostics, mais ce sont les patients hospitalisés, que ce soit dans une structure hospitalière ou dans une structure de rééducation, mais ça ne comprend pas les patients qui sont vus simplement en consultation. Et le deuxième codage, c'est le codage CCAM, c'est le codage des actes, c'est-à-dire que quand vous réalisez soit un examen complémentaire comme une IRM, un scanner, ou une intervention chirurgicale, cette intervention, elle est associée à un codage à laquelle va correspondre soit la rémunération du chirurgien dans le secteur libéral ou la rémunération de l'hôpital dans le secteur public. Donc ça, c'était l'objectif principal. Et les objectifs secondaires, c'était de savoir quelles étaient les structures hospitalières ou de rééducation qui prenaient en charge ces patients sur la zone du Grand Ouest, estimer la morbidité et la mortalité de ces pathologies, parce que grâce à ce codage et les données administratives, on sait à quel âge le patient est diagnostiqué et à quel âge il a sa fin de vie. D'autres objectifs, mais qu'on n'a pas encore réalisés, c'est savoir quelles sont leurs consommations de soins en termes de journées hospitalières. On peut même, à partir de ce codage, avoir les ordonnances associées, savoir combien, entre guillemets, il coûte ces pathologies. En fait, coûte, alors ce n'est pas le bon terme, mais à la société. Et puis, si on arrive à croiser ces données et les données de centres de référence, finalement, on arrive à avoir les patients qui passent à travers les trous de la raquette, c'est-à-dire que ces patients qui ont ces pathologies-là, parce qu'ils ont ces diagnostics-là, ou un code CCM qui correspond à ces pathologies, mais qui ne sont pas suivis par les centres de le CRMR. Alors, matériel et méthode, donc c'est une étude épidémiologique observationnelle avec les données médico-administratives du PMSI, et on a utilisé donc toutes les données qui pouvaient se rattacher à toutes ces pathologies, donc la malformation d'Arnold-Chiari, le spina bifida, les scolioses secondaires, les moelles attachées basses, les sinus dermiques, les LDM, les kystes neuroentériques, diastématomyélie, spinalipome, méningocèle et syringomyélie. Et on a essayé de rattacher à ces pathologies un certain nombre de codes, à la fois diagnostiques, mais aussi de traitement. Donc, la définition de cas PMSI, c'était, donc nous on est un centre qui est plutôt un centre pédiatrique, donc des enfants de moins de 18 ans, inclus, donc ayant des pathologies incluses dans la file active. On a élaboré donc cette définition de cas avec une équipe multidisciplinaire, des médecins, des chirurgiens cliniciens, mais aussi des médecins spécialisés en épidémiologie, et puis également des ingénieurs qui, eux, vont être capables de faire tourner les bases de données médico-administratives. Et donc, on est parti à partir des actes d'imagerie, des actes diagnostiques et des actes de chirurgie. Et dans un premier temps, donc là, vous avez le codage SIM, donc le codage OMS avec les différentes pathologies. Alors, pour certaines pathologies, le code est très spécifique, notamment le spina bifida, mais par contre, si vous rentrez dans les scolioses, par exemple, dans les scolioses secondaires, elles ne sont pas exclusivement
associés à des malformations. Donc là, du coup, c'est plus difficile de faire une définition de cas. Alors, on a commencé par les données administratives du CHU de Tours et qu'on a comparé à notre file active. Donc, sur les 655 patients, on avait 203 cas qui étaient certains, ce qui donne une valeur prédictive positive de 96%, 122 probables et 17 possibles. Globalement, ça donne une valeur prédictive positive de 92%, donc ce qui est très intéressant. C'est-à-dire que la valeur prédictive positive, c'est, entre guillemets, avoir la pathologie et avoir le test positif. Donc, en l'occurrence, être reconnu avec une de ces pathologies par la base de données du PMSI. Et puis, la valeur prédictive négative, donc écarter les faux négatifs est assez intéressant aussi, elle est de 80%. Alors, maintenant, après, une fois qu'on avait ces cas qui étaient repérés dans les algorithmes, on a regardé pourquoi il y en a certains qui passaient à travers les trous de la raquette, et on voit qu'on a 8 patients au niveau du CHU de Tours, de notre centre, parce que 2 patients qui n'avaient jamais été hospitalisés. Donc, du coup, ces patients-là, n'ont pas de codage ni CCAM, ni un codage SIM. Un patient qui était simplement venu une fois en hospitalisation pour un bilan préopératoire. Un faux diagnostic, un patient qui avait une tumeur épidurale et qui était rentré dans les scolioses secondaires. Un patient qui était suivi à Tours, mais qui avait été opéré initialement à Nantes, mais on aurait pu le retrouver en faisant tourner la base de dossier, enfin la base de données de Nantes. Un patient qui n'avait pas encore été opéré. Après, enfin, d'autres cas, enfin, pour dire que c'est quand même sur le nombre de patients, il y a juste 8 patients qui échappent et qui, en fait, c'est dû à du fait que ce n'est pas la base de données qui pose problème, mais c'est simplement, il y a certains patients qui échappent à la base de données. Alors par contre, vous voyez, c'est assez intéressant ça de regarder. Vous avez pour chaque pathologie, là, dans la première case, les patients qui ont cette pathologie, vous avez à chaque fois deux barres pour chaque pathologie, et vous avez ceux qui ont la pathologie associée à d'autres pathologies et la pathologie de façon exclusive. Donc on voit par exemple pour la syringomyélie et les syringobulbies, sur à peu près les 300 patients, on a une centaine qui ont simplement une syringomyélie de façon exclusive. Et dans les autres cas, la syringomyélie est associée à une autre pathologie, que ce soit une scoliose, que ce soit un spina bifida, que ce soit... donc on voit qu'en fonction des différentes pathologies, c'est plus ou moins spécifique. On voit que, par exemple, le syndrome d'Arnold-Chiari, il y a beaucoup de syndromes d'Arnold-Chiari, il y a plus de syndromes d'Arnold-Chiari isolés par rapport à des syndromes d'Arnold-Chiari associés à d'autres pathologies. Le spina bifida, on voit que par exemple dans le spina bifida, il y a plus de la moitié des patients qui ont un spina bifida, mais qui est associé à d'autres pathologies. Donc on peut faire une étude un petit peu macro de toutes ces pathologies et voir dans quel type de pathologie ça inclut. Alors là, c'est aussi ce qu'on a regardé, c'est l'âge au diagnostic. Et vous voyez, on voit les 25e, 50e, 75e percentiles. Alors par exemple, on voit que pour le spina bifida, la majorité des patients sont diagnostiqués dans les premières années de vie et ont une hospitalisation ou une intervention. Et de façon indirecte, parce qu'on sait que le spina bifida sont des patients qui sont diagnostiqués très tôt. Alors, il y a aussi des spina bifida occulta, mais qui sont moins importants. Mais ça permet, par exemple, de façon indirecte, de voir le nombre de spina bifida d'importation. Parce qu'on voit qu'il y en a certains qui rentrent au diagnostic, pas entre 0 et 2 ans, mais beaucoup plus tard. On voit, par exemple, que pour les syringomyélies,
le diagnostic est plus tardif, on arrive à un diagnostic chez l'enfant qui est plutôt vers l'âge de 6 ans. Donc il y a tout ce travail, ça sont des données très récentes et il faut encore qu'on les retravaille avec l'ingénieur qui extrait ces données. Mais ces données macro permettent quand même d'avoir pas mal d'idées sur ces pathologies et pas seulement le nombre de patients que l'on est amené à traiter. Donc, les prospectives, là, on s'est intéressé un petit peu à l'âge au diagnostic, mais avec le codage CCM, on a l'âge au traitement et on peut savoir quels sont les traitements qui sont faits et à quel âge. On pourra également, parce que le logiciel est fait maintenant, donc on peut éventuellement le lancer sur sur la base de données nationale. Donc on peut aussi tester ce logiciel et on a vu sa spécificité et sa sensibilité et on pourra le tester sur l'entièreté de la base PMSI. Et puis, alors j'ai fait ça rapidement, mais en fait, dans le Grand Ouest, on a 3 centres qui ont des bases de données robustes, qui sont Angers et Toulouse. Donc on a regardé pour déterminer la spécificité et la sensibilité juste sur Tours, mais on est en train de le faire avec un sondage à Angers et un sondage à Toulouse pour voir si on a la même spécificité et la même sensibilité. Et puis, dans un deuxième temps, ce que j'ai développé au début de cette présentation, on testera les objectifs secondaires. Merci. Merci. Des questions? C'est un DIM de l'hôpital, c'est un ingénieur dédié, c'est une plateforme maladie rare sur laquelle vous êtes appuyé techniquement? Non, c'est le... En fait, il y a une équipe de recherche qui s'appelle Epideclic et qui est assez spécialisée dans l'exploitation de ces bases de données. Et donc, du coup, on s'est rapproché d'eux. On avait fait un travail sur les infections osto-articulaires de l'enfant il y a 5 ans avec eux. Et du coup, j'ai eu l'idée de me rapprocher d'eux. Et ils ont accroché à ce projet. Et donc, du coup, c'est une structure hospitalière de recherche. Et alors, est-ce qu'il y a des particularités régionales, entre guillemets, par rapport aux évaluations nationales? Et autre question, est-ce qu'il y a une augmentation de certains sous-groupes d'année en année ou pas? Alors, ça, on n'a pas encore étudié ça dans le détail. Alors, au niveau national, moi, je n'ai pas connaissance de données. Du nombre de SPINA, du nombre de... Et donc, pour l'instant, là, c'est les premières données sur le Grand Ouest, c'est-à-dire que c'est une région qui part du CHU de Brest, qui passe par Rennes et qui va jusqu'à Toulouse. L'équipe de Rennes, je ne sais pas si Benoît voudra prendre la parole, avait initié ce travail. Vous avez fait ça il y a plusieurs années. C'est à partir de vos données, d'ailleurs, qu'on a une idée approximative du nombre d'enfants qui naissent avec une myéloméningocèle par an en France. De mémoire, c'est 110. Ils avaient un peu initié ce travail. On va donner le micro à Benoît, je pense que c'est intéressant. Mais ce que je trouve très pertinent dans l'approche que développe Thierry, c'est justement cette espèce de contrôle qui est apporté par les bases de patients des centres maladies rares. Parce qu'avant que le micro n'arrive à Benoît, il y a une chose, c'est qu'on voit très très bien c'est toute la limitation. Le DIM, il est fait pour la tarification, entre le diagnostic principal et le diagnostic associé, et il y a clairement une case fourre-tout pour les dysradies. Oui, merci beaucoup Jean-Yves. J'allais faire du coup une petite allusion dans notre présentation, mais effectivement, merci beaucoup Thierry pour ce travail qui est super. On a eu une démarche un peu similaire il y a quelques années. On a une équipe nous qui s'appelle Repère, voilà, et je pense qu'il y en a de plus en plus dans les différentes universités qui sont dédiées à l'exploitation des données de ces bases administratives. On a longtemps, je pense, eu un complexe un peu d'infériorité par rapport à ce que pouvaient faire les collègues américains avec la SIR Database, etc. Mais en fait, nos données administratives avec notre
notre particularité française de paperasserie assez intense font qu'on a quand même pas mal de choses en stock. Et donc oui, nous on avait comme ça ressorti grâce au PMSI 110 à 130 naissances vivantes par an d'enfants spina bifida, et on avait réussi en traçant et en reliant les différentes bases de données administratives, enfin les ingénieurs, moi je ne sais pas comment ils ont fait, à établir que sur une période de 5 ans, il y avait au moins 8200 patients ayant un dysraphisme qui avaient été hospitalisés au moins une fois. Donc on avait comme ça pu établir qu'il y avait au moins 8200 patients atteints de dysraphisme en France, probablement un petit peu plus, mais sur ceux-là, il nous manque ceux qui n'ont pas été hospitalisés pendant une période de 5 ans. Mais on doit pouvoir, en reliant le SNIRAM et toutes les bases de données existantes, avoir une estimation encore plus précise. Et en tout cas, c'est un super travail qui va nous donner plein d'informations, quoi. Donc là, nous, on a pris 2010-2020, en fait. On a pris tous les séjours de 2010 à 2020. Alors après, une fois qu'on a extrait les séjours, on peut tout à fait avoir... Alors, en fait, le problème, c'est que les séjours, on les a de façon... Enfin, les âges au diagnostic, les diagnostics, on les a de façon indirecte. En fait, on les a par la tarification. Et donc, c'est là où... Et alors, nous, on est un pays très centralisé et avec un seul payeur. Parce qu'aux États-Unis, il y a des tas de mutuelles, il y a le Medicare, le truc. Alors nous, c'est relativement simple parce qu'il n'y a qu'un seul payeur. C'est-à-dire que, et donc, du coup, on a des bases de données qui sont... alors, c'est vrai que c'est assez compliqué, hein, parce que parfois, l'ingénieur s'arrache les cheveux. Là, le logiciel qu'on a testé sur Tours fonctionne très bien sur Tours. Et il l'a lancé, il est allé 2 jours le lancer à Angers, et sur Angers, ça ne fonctionne pas du tout, alors que c'est le même service d'information, enfin, c'est le même CIMES, c'est le même logiciel, et après, bon, c'est l'informatique, quoi. Mais là, c'est assez opaque pour nous. Ok, merci Thierry. Maintenant, Cyril James va nous parler des malformations de la charnière et des craniosténoses. Je vais y rester là. Ça fonctionne? Non. Je pense. Ok. Alors, donc Fabrice Parker m'a demandé de parler d'une étude un petit peu particulière. Il m'a demandé ce dont j'aimerais parler à cette réunion. Et il y a 2 choses qui me plaisent en neurochirurgie. C'est d'une part les craniosténoses, d'autre part les malformations de la moelle épinière. Alors je vais faire juste un petit rappel historique sur comment j'ai été fabriqué, et enfin pas exactement ça, mais sur la façon dont j'ai été fabriqué en tant que neurochirurgien. Il y a presque 15 ans, je suis arrivé à Necker et j'avais déjà une formation sur la moelle épinière. J'ai travaillé avec Jacques Brocchi, qui était le président de la WFNS, qui est la Société internationale de neurochirurgie, qui opérait les moelles épinières. Et donc j'ai été très attiré par ça. Donc j'ai demandé à Michel de me faire venir à Necker. Donc je suis venu à Necker et j'ai bossé pendant plus de 10 ans avec Necker, et Michel en l'occurrence. Et donc j'ai hérité du centre de référence au départ de Michel et au départ de Timothée, qui est parti, qui a pris une grande partie de son activité à Trousseau maintenant. Donc j'ai hérité de ce centre de référence, et j'avais toujours un lien extrêmement important avec Cranios, qui est le centre de référence des malformations crânio-faciales, parce que au départ de Dominique Régnier, qui était un grand monsieur sur les craniosténoses, j'étais chef de clinique à Necker, et il est parti brutalement, et donc j'ai hérité de ce centre des consultations et de la prise en charge des malformations crânio-faciales. Et j'aime ces deux prises en charge, et je me suis rendu compte qu'au long terme, le suivi de ces patients en craniosténose, on laissait tomber beaucoup la moelle épinière, et on s'est rendu compte en revenant à la base, qui est l'embryologie, on se rend compte que la jonction occipito-cervicale a la même origine embryonnaire que le reste de la colonne cervicale. Pour ce qui est des craniosténoses, je vais juste faire un petit rappel rapide. C'est un enfant sur 2200, et c'est la fermeture d'une des sutures.
Il y a différents types de craniosténose simples. On a les scaphocéphalie, c'est la fermeture de la sagittale. On a la trigonocéphalie, c'est la fermeture de la métopique. La plagio, c'est une des deux coronales. Et la brachie, c'est les deux coronales. Dans les craniosténoses simples, il y a peu ou pas du tout d'association avec des malformations cervicales ou de la charnière. Par contre, dans les craniosténoses complexes, qui sont des fascio-craniosténoses, il y a des troubles génétiques, donc FGFR1, FGFR2, etc. Et on s'est rendu compte, donc dans ces syndromes qui sont extrêmement rares, il y a différents types de syndromes, donc je parle que de 4 syndromes, mais il y en a beaucoup plus. Les plus importants, qui sont les plus fréquents, on a le syndrome de Crouzon, avec des visages, des faciès particulièrement typiques. Le syndrome d'Apert, qui est lié à l'importance des troubles neurologiques, est liée à l'importance de la syndactylie. Donc plus les doigts sont collés, plus les troubles neurologiques sont importants au niveau cérébral. On a ensuite le syndrome de Sartre-Johnson, qui est à peu près équivalent au syndrome d'Apert, et le syndrome de Pfeiffer, qui donne des anomalies crâniennes et cérébrales un peu particulières, avec des crânes en trèfle, etc. Donc pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, surtout dans les craniosténoses complexes, c'est une synostose progressive. Donc c'est une fermeture des sutures progressive avec une diminution de la taille de la fosse postérieure. Et bien évidemment, l'hernie des amygdales cérébelleuses va être de plus en plus importante, ce qui va augmenter la sténose du foramen magnum, donc la fermeture du trou occipital, et peut pouvoir engendrer des chiaries, des syringomyélies ou des instabilités occipito-cervicales, ce qui rentre dans le centre de référence, c'est MAVEM. Je vous ai montré trois petits cas un peu intéressants. Donc, ça, c'est Abdillah. Donc, on le suit depuis la naissance avec ses malformations crâniennes. Donc, on fait des scans systématiques sur son crâne. On voit qu'il y a une évolution de la taille du crâne, etc. Et moi qui les suivais, je regardais aussi pas mal leur colonne vertébrale. Et on se rend compte que, en les suivant et en regardant un peu plus les potentiels, etc., on s'est rendu compte qu'il y avait une altération des potentiels parce qu'on les demandait et on les demande. Et donc, on a été obligé de le stabiliser et de l'opérer pour justement éviter d'avoir ces altérations au niveau de la charnière. Au même titre, Maëlia, qui est un Crouzon, et on voit l'évolution à 3 ans avec l'ondotoïde qui rentre parfaitement bien dans le foramen magnum. C'est des trucs qu'on ne regardait pas jusqu'ici. C'est-à-dire qu'on se focalisait uniquement sur le crâne et beaucoup moins sur le rachis et sur la moelle. Donc maintenant, on fait des imageries assez récurrentes, surtout dans les complexes, pour justement regarder ça. Alors, il y a juste un truc nouveau qui est le black bone, qui permet en même temps de voir l'os et en même temps de voir la moelle épinière, ce qui est un examen assez sympa pour suivre tout ça. Et donc, on fait des images, comme dit Timothée, en positionné, pas en dynamique, c'est-à-dire pas en flexion-extension, mais on les positionne en flexion puis en extension, ce qui permet de vérifier s'il y a une instabilité au niveau de la charnière. Et là, on voit clairement qu'il y a une augmentation de la sténose, et elle aussi, elle a été dans le programme maintenant des fascio-craniosténoses, il y a un programme rachis et moelle. Et ça, c'est le dernier petit que j'ai vu il n'y a pas longtemps, avec cet enfant chez qui on a vu une fascio-craniosténose pour l'instant indéterminée, parce qu'on ne sait pas ce qu'il a encore. Mais quand on regarde bien C1, on voit que l'arc postérieur de C1 va basculer complètement vers l'avant, et on voit qu'à 9 mois, on a une très grosse bascule avec l'arc postérieur qui va rentrer en plein milieu du canal chez un enfant qui cliniquement reste asymptomatique. Donc celui-là, on va le suivre. Pour l'instant, on n'y touche pas, mais on va bien y toucher rapidement. Donc, pour conclure, c'est vrai que les craniosténoses sont complexes, et on appelle ça des fascio-craniosténoses, mais ça n'est pas que des fascio-craniosténoses, parce qu'il y a aussi des anomalies cervicales associées. Et donc, c'est vraiment la jonction de ces deux centres de référence qui fait qu'on va pouvoir bosser ensemble et lier quelque chose de pérenne dans l'avenir. Merci. Merci. Donc, comment tu réfléchis chez des enfants peut-être un petit peu plus grands, où le diagnostic n'a pas été fait tout de suite,
quand il y a à la fois le chiari, la syringomyélie et la craniosténose. Tu commences par quoi? Alors, ceux qu'on opère en craniosténose, c'est ceux qui ont des hypertensions intracrâniennes. Donc on les suit de manière extrêmement fine pour vérifier s'ils ont ou non, parce que la boîte est trop petite. Donc on doit ouvrir la boîte pour libérer le cerveau. Donc le facteur limitant, c'est l'œdème papillaire. Donc s'ils ont un œdème papillaire, on fait d'abord un traitement crânien avant de faire un traitement cervical, mais on essaye d'attendre un maximum pour toucher la colonne, etc. Parce que aller mettre des vis chez un enfant de 9 mois, c'est un peu compliqué. Ou le stabiliser à ce moment-là, c'est extrêmement compliqué. Mais c'est pour ça que... Et, alors après, je voulais parler de ça aussi. Il y a des vieux crouzons que j'ai revus, qui ont 18, 20 ans, etc., que Dominique Régnier ne suivait plus parce que c'est des adultes et on n'a plus besoin de les suivre. Mais je me suis rendu compte que ceux-là avaient quelques signes de paresthésie, dysesthésie, de trucs, etc. Et on n'a jamais jeté un coup d'œil sur leurs moelle. Donc ceux-là, je les envoie faire des IRM médulaires et je les envoie à Bicêtre ensuite. Donc vous allez récupérer pas mal de fasciocraniosténose secondaire. Et alors, rappelle-moi, l'IRM chez le tout petit, c'est sous anesthésie générale? Non. Non. On arrive à faire... Alors, quand ils ont moins d'1 an, c'est extrêmement facile. On les emballe, on leur donne un gros biberon, et puis ils dorment, et puis on les emballe sans les faire bouger. Après, on essaye de ne pas les endormir. Après, on leur donne une prémédication. Mais en général, on arrive, en tout cas à Necker, on arrive à en faire un maximum. Pour faire simple, on n'a que 2 demi-journées d'AG. Alors on a 2 IRM qui travaillent tous les jours. Donc sur toute la semaine, on a très peu besoin de les endormir. Oui, Timothée, si tu veux peut-être descendre, prendre le micro, que les personnes connectées, qui d'ailleurs peuvent poser des questions en ligne, puissent entendre. Merci Cyril pour la présentation. Je voulais savoir d'un point de vue pratique, est-ce que vous recevez souvent des patients de diagnostic tardif qui étaient étiquetés anomalie de charnière et finalement qui ont une découverte de craniosténose passée inaperçue pour pouvoir faire de la prévention sur ces diagnostics parfois qui passent à l'as? Alors, oui, ça peut arriver, c'est extrêmement rare, mais ça peut arriver. C'est surtout, alors j'en ai pas parlé, mais c'est des craniosténoses qui sont mi-complexes, mi-simples, qu'on appelle les Mercedes. C'est que pour cela, en fait, qu'on peut avoir des anomalies de la fosse postérieure. Alors, Mercedes, c'est facile, c'est comme le sigle de la voiture. Et c'est parce que c'est une fermeture d'une partie de la sagittale et des 2 lambdoïdes. Ce qui fait, quand on regarde en rond, ça fait le sigle de Mercedes. Et ceux-là sont des craniosténoses qui sont assez atypiques et qui ne rentrent pas ni dans les simples ni dans les complexes. Il n'y a pas d'anomalie génétique associée. Mais on sait que c'est des maladies évolutives. Et donc ceux-là peuvent arriver avec des sténoses de la charnière, parce que comme les 2 lambdoïdes se ferment beaucoup plus rapidement, on a une fosse postérieure qui est très courte, et donc ça peut donner des troubles au long cours, et donc des anomalies de la charnière sur lesquelles on peut tomber, et secondairement arriver à une craniosténose. Exact, oui, ça peut arriver. Alors il y a une question, quel est le risque des IRM sous anesthésie générale? Comme toute anesthésie générale, c'est pas bio, donc si on peut s'en passer, c'est mieux. En fait, il y a toujours le calcul bénéfice-risque, donc si on peut s'abstenir de faire une IRM sous AG, c'est mieux. Mado Ginonton, si tu veux le micro. Oui, je crois qu'au niveau des anesthésies générales, pour les chiari en particulier, il y a une prévention à faire. En ce moment, nous, on gère une plainte, une petite fille de 18 mois, qui est décédée dans l'INRM. Donc, je suis assez contente d'entendre ça. Et moi-même, je fais de la prévention aux parents qui disent « oui, il faut refaire une IRM, il faut refaire une IRM ». Les anesthésies, c'est pas anodin, quoi. Il y a des fois où ça passe et des fois où ça casse. Et puis surtout quand il y a une instabilité cervicale, et donc le fait de les endormir, de les curariser, etc., ça peut majorer cette instabilité. Le fait de les intuber, d'engendrer une flexion-extension de la colonne chez les tout-petits, parce que les tout-petits, ils ont une tête plus lourde que le corps, ça peut engendrer des séquelles neurologiques au long terme. Donc c'est pour ça que, de toute façon, on arrive à faire une majorité des IRM sans AG, donc je ne vois pas l'intérêt de faire des AG.
Oui, en fait, en pédiatrie, on a une fenêtre de tir jusqu'à 18 mois où on peut faire comme des IRM sous anesthésie générale, sans anesthésie générale. C'est-à-dire qu'on donne un biberon à l'enfant avec de la Tarax, et ne serait-ce qu'assez sucré, même le sucre provoque une espèce de coma, et on les emmaillote un peu comme une momie, et une fois qu'ils sont endormis, on les passe à l'IRM. Alors après, à l'âge de 2-3 ans, ça c'est plus possible, parce que l'enfant commence à se débattre. Oui, c'est un peu plus compliqué à l'âge de 2-3 ans. Mais bon. Et après, il faut aussi relativiser la balance bénéfice-risque. La mortalité globale d'une anesthésie générale, c'est comme celle de prendre l'avion. Voilà. Le risque de mourir d'une anesthésie, d'un accident anesthésiste, c'est le même risque que de monter dans un avion. Sauf que c'est cumulatif. Sauf quand ça tombe sur son enfant, quoi. Voilà. Quand un avion Ouais. Non, mais le truc, c'est que c'est en général, si on fait des IRM à ces enfants, c'est qu'en général, ils auront d'autres anesthésies générales, c'est assez cumulatif. C'est pas des patients lambda qui n'ont pas d'anomalie. Surtout dans les craniosténoses, ils ont soit un scan, soit une IRM presque tous les ans. Ils ont des radios, ils sont irradiés de manière assez importante. Donc on essaye de faire des IRM, et on fait des IRM sans âge. Mais on ne peut pas conclure à propos d'un cas, mais ça veut dire si cet enfant a eu un accident, et alors bon, déjà il faut voir quel type d'accident c'est, mais s'il y a eu un accident sur une instabilité, ça veut dire que cet enfant, en faisant une roulade à l'âge de 3-4 ans, il se serait retrouvé tétraplégique. Ouais, il y a ça aussi, quoi. Enfin, il y a ça aussi, puis il y a tous ces enfants, ils ont des anomalies de faciès avec des troubles de la déglutition. Ils sont, en général, il y a une partie d'eux qui sont trachéotomisés, etc. Donc il y a toute une prise en charge de la sphère ORL qui est complexe. Et ces enfants, on ne veut pas déprimer leur centre respiratoire, on essaye le moins possible justement de les endormir. Donc il y a toute cette... c'est pas des malades simples, c'est pas des patients extrêmement simples. Ils ont 1 sur 2 est trachéotomisé, 1 sur 2 a une macroglossie, 1 sur 2 a une hypo... Enfin, ils ont des petites bouches, des petits nez, etc. Donc c'est pas... Merci beaucoup Cyril. Place au groupe de Rennes, je pense que vous allez faire un duo, Benoît et Emmanuel. Un petit coucou à Andrea Manuta qui doit être, je pense, connecté. Vous savez qu'Andrea a porté le centre de Rennes depuis 10 ans maintenant, avec beaucoup de développement autour du SPINA. Et puis, comme Michel, il a réussi à transmettre, et le centre de Rennes est extrêmement dynamique. Donc, je suis Emmanuelle Sanson, je suis médecin dans le service de rééducation enfant au CHU de Rennes, et avec le docteur Perronnet, on va vous parler des troubles vésico-sphinctériens chez les patients porteurs de dysraphisme. Alors, je sais pas du coup. Ah, pardon. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous répéter ce qu'est le spina bifida, mais c'est la première cause congénitale de vessie neurologique, et ça concerne, comme l'a dit tout à l'heure Benoît, environ 100 naissances par an. Donc c'est une maladie rare, mais pas si rare que ça. Dans les données, donc tu as un peu spoilé tout à l'heure, Benoît, donc je me répète, on n'a pas de données très fiables sur le nombre de personnes avec un dysraphisme en France, mais on a fait une étude donc à Rennes qui a retrouvé 8000 patients porteurs de dysraphisme en France, mais on sait que ce chiffre est largement sous-évalué du fait du mauvais diagnostic dans les spina occulta. Il y a une grande partie de cette population maintenant qui est adulte, et c'est une population qui est méconnue, et il va falloir du coup apprendre du coup à nos collègues adultes à prendre en charge ces patients. La particularité du patient avec un dysraphisme au niveau urologique, c'est que son profil de vessie neuro ne correspond pas forcément à ce qu'on retrouve, par exemple, chez les patients qui ont une lésion médulaire, ou une sclérose en plaques.
dans le dysgraphisme, tous les profils de vessie neurologique sont retrouvés, ce qui du coup va compliquer leur évaluation et leur prise en charge. C'est une pathologie, donc je vous ai dit, congénitale, donc normalement non évolutif, mais des facteurs à l'âge adulte vont influencer ou modifier les symptômes de ces patients, donc notamment par exemple les prolapsus génito-urinaires qui peuvent être favorisés par des antécédents obstétricaux, mais également par des déficits du plancher pelvien qui sont constitutifs. Ces patients ont souvent un surpoids, un syndrome métabolique qui va influencer du coup leur profil urologique. Les syringomélies, l'aggravation des syringomélies peuvent impacter le fonctionnement vésical, et les hommes avec un dysgraphisme ne sont pas exempts d'hypertrophie bénigne de la prostate, donc ça aussi, ça peut avoir un impact. Le haut régime de pression vésicale va entraîner une hyperpression intravésicale chronique qui va entraîner un remodelage de la matrice extracellulaire qui, à terme, va mener à une fibrose, un épaississement de la paroi vésicale qui va elle-même dégrader la compliance vésicale et renforcer en fait ce régime de haute pression et va à terme entraîner l'atteinte du haut appareil urinaire. On ne peut pas parler d'évaluation urinaire dans le dysgraphisme sans parler de prise en charge pluridisciplinaire. En effet, on va retrouver d'autres troubles musculo-squelettiques, gastro-intestinaux, sexuels, cutanés. Et prendre en charge ces patients, ces individus, ça va être les prendre en charge de manière globale et pas uniquement sous le prisme des pathologies urinaires. On peut aussi spécifier que chez ces patients, il y a des troubles cognitifs, d'organisation, planification. Ces troubles vont impacter leur capacité à se prendre en charge à l'âge adulte. On peut aussi parler, il y a eu une intervention hier au niveau MAREP qui parlait de la difficulté de la psychogénèse de l'anus dans les malformations anorectales. Moi, je suis intimement persuadée que les troubles de la sensibilité, l'acquisition de la continence de manière tardive va impacter la construction du schéma corporel de ces patients et ça va être une spécificité à prendre en charge. Et il faut aussi parler absolument de la transition enfant-adulte. Je vous ai dit, maintenant, c'est des patients qui ont vieilli et c'est un challenge que nous, praticiens, on doit relever, mais également eux et leurs parents. On sait donc que les troubles vésico-sphinctériens chez les patients atteints de dysgraphisme altèrent leur qualité de vie. Benoît a fait une étude au centre il y a quelques années déjà qui trouvait que les symptômes urinaires étaient la première cause de recours au centre de référence. Et ces patients présentent une atteinte fréquente du haut appareil urinaire qui va diminuer leur espérance de vie. L'hypocompliance est un des principaux déterminants de l'atteinte du haut appareil urinaire chez ces patients. On sait que les troubles vésico-sphinctériens sont depuis longtemps la cause de décès principal chez les patients atteints de spina bifida. Et même si on a amélioré leur prise en charge, c'est toujours la première cause de décès hospitalier chez ces patients. Donc l'objectif de la prise en charge en neurourologie chez ces patients, ça va être d'améliorer la qualité de vie et de protéger le haut appareil urinaire. J'enfonce une porte ouverte et puis je me répète, mais il va falloir une prise en charge pluridisciplinaire et donc l'évaluation de ces troubles va nécessairement être pluridisciplinaire. Il va falloir un interrogatoire détaillé, l'évaluation via des questionnaires, la réalisation et l'interprétation du catalogue mictionnel et bien évidemment un examen physique. L'échographie rénovésicale n'est pas parfaite, mais elle va avoir un intérêt pour dépister les tumeurs de vessie qui sont plus fréquentes chez ces patients, dépister les calculs vésicaux et les dilatations du haut appareil. L'avantage, c'est que c'est un examen qui coûte pas très cher et qui est peu invasif.
Il va falloir évaluer la fonction rénale de ces patients. La créatininémie ne va pas être fiable, ou moins fiable chez eux que chez d'autres patients, puisqu'elle dépend de la masse musculaire. Ainsi, il va falloir plutôt utiliser la clairance de la créatinine vraie, la créatinurie des 24 heures, qui n'est pas forcément facile à faire chez les patients qui souffrent d'incontinence, ou alors la cystatine C. Le bilan urodynamique va être un élément indispensable pour comprendre le fonctionnement vésical de ces patients et il va avoir un intérêt pronostique puisque on sait que les facteurs de risque urodynamique d'atteinte du haut pareil sont bien établis, l'hypocompliance notamment. Je te laisse enchaîner. Ah pardon, excusez-moi. Le bilan urodynamique va avoir une limite majeure. Il va pouvoir être normalisé de manière artificielle par le reflux. Et le reflux est retrouvé dans une forte proportion de nos patients, environ 30% selon les séries. D'où l'intérêt de le remplacer le plus possible par la vidéo urodynamique, qui va pouvoir du coup nous permettre d'associer bilan urodynamique standard et UCR. Et là, je te laisse pas. Merci Emmanuel. On a souhaité effectivement ce duo pour donner un côté dynamique. Merci beaucoup Emmanuel. Et déjà, on le voit, tu nous l'as dit, toutes ces spécificités des patients ayant un dysraphisme qui ne rentrent pas dans le tableau classique de vessie neurologique et souligner ici l'importance de la filière, des centres de référence, des sites constitutifs qui ont cette compétence pour prendre en charge ces patients. Déjà trouver, M. Amarenko, Nicolas ne me diront pas le contraire, des centres qui savent s'occuper des patients avec vessie neurologique, c'est pas facile, mais il faut en plus prendre en compte bien sûr les spécificités de ces patients ayant un dysraphisme. Alors oui, la cystoscopie, elle m'a fait la passe au moment très urologique. Je suis urologue, bien sûr, la cystoscopie, c'est mon quotidien. Mais juste ici, pour redire l'importance du risque de tumeurs de vessie chez les patients spina bifida. Tu as montré cette étude sur les causes de mortalité qu'on a justement menée à partir des données administratives et des bases PMSI. Et ici, on avait fait un petit travail et j'avais constaté, grâce aux bases PMSI, que la prévalence du cancer de la vessie en France chez les spina bifida était entre 10 et 50 fois supérieure, 40 à 50 fois supérieure à la population générale. Donc il y a un surrisque et c'est pour ça qu'on fait des cystoscopies plus facilement chez ces patients que chez les autres. Alors, il y a des spécificités donc, dans le tableau clinique, urodynamique de ces patients. Et donc, bien sûr, la prise en charge peut être spécifique. La pierre angulaire reste l'autosondage, comme dans énormément de tableaux de vessie neurologique, c'est vrai. Mais, et j'ai mangé une diapo, mais en même temps, je pense qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, il y a eu des révolutions pharmacologiques en neurourologie au cours des 20 et même maintenant un peu plus dernières années, avec les anticholinergiques, les bêta-3 agonistes, les injections de Botox, qu'on a appliquées, je dirais, scolairement aux patients ayant un dysraphisme. Et en réalité, malheureusement, bien entendu, et ça ne surprendra pas tous les gens spécialisés dans les maladies rares qui sont dans la salle et qui nous suivent en ligne, malheureusement, ces traitements-là n'ont pas été évalués spécifiquement dans les populations atteintes de dysraphisme. Donc, on a supputé que ça donnerait les mêmes résultats sans le savoir. Les anticholinergiques, et je pense que plus de 80% des patients atteints de dysraphisme ont eu à un moment dans leur vie un anticholinergique, eh bien, ils n'ont été que très très peu évalués chez les patients spina bifida. L'oxybutyne et le chlorhérotrospium sont les anticholinergiques qui ont été le plus évalués chez les patients neurologiques en général, mais pas spécifiquement dans le spina bifida. Et l'occasion de rappeler ce petit message d'alerte pour les non-initiés, les anticholinergiques. On a de plus en plus de littérature, une littérature de plus en plus solide, qui suggère qu'ils pourraient donner des troubles cognitifs au long cours, que leur effet s'additionne à d'autres traitements non anticholinergiques, mais qui ont un effet anticholinergique propre, que tous ces effets-là sont cumulatifs. Donc vigilance quand vous prescrivez des anticholinergiques, notamment chez des patients jeunes. On ne sait pas trop où ça va aller. On commence à avoir quelques petites données sur les bêta-3 agonistes, qui sont cette nouvelle génération de traitements pharmacologiques qui pourraient avoir une efficacité clinique et aérodynamique chez les enfants spina bifida, mais là encore, des données de toute petite série de patients. On est très loin de l'essai randomisé publié dans le New England. Toxine botulique et spina bifida, pareil, on a appliqué ça en se disant, bah oui, ça marche dans la vessie neurologique en général. On avait fait cette revue systématique avec l'équipe du centre publiée dans Neurourology. On s'était aperçu qu'il y avait très peu de données uniquement chez l'enfant.
Et donc là aussi, ça sert à ça, la filière, le centre de référence. On a sollicité tous les centres en France et on a fait la plus grosse série de toxines botuliques chez les patients atteints de dysgraphie, 125 patients, et on s'est aperçu que l'efficacité de la toxine botulique était plutôt inférieure chez les patients spina bifida par rapport aux autres populations neurologiques, notamment en raison des troubles de la compliance dont a parlé Emmanuel, qui sont très sévères, qui quand ils atteignent le stade de fibrose histologique, ne répondent plus forcément à la toxine botulique. Ce qui explique que quand on regarde cette autre étude multicentrique qu'on a conduite, qu'on a publiée dans le Journal of Urology, les patients atteints de dysgraphisme arrêtent la toxine beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement et en beaucoup plus grande proportion que les autres populations, comme les blessés médulaires et les patients atteints de sclérose en plaques. Et vous voyez qu'à 10 ans, moins de 20% des patients chez qui on a commencé de la toxine, des patients atteints de dysgraphisme, sont toujours sous toxine. Donc, là encore, moins efficace. Alors, quand la toxine ne fonctionne pas, on peut aller bien sûr à l'entérocytoplastie d'agrandissement. Pour le coup, on a quelques données qui suggèrent que la mortalité de cette intervention n'est pas différente chez les patients atteints de dysgraphisme par rapport aux autres populations neurologiques. Et simplement, chirurgien, je ne pouvais pas m'empêcher de mettre une petite vidéo de chirurgie, bien sûr, comme à chaque fois. Désolé. L'innovation technologique au service, pour le coup, des patients atteints de dysgraphisme. La chirurgie robot-assistée qui nous permet de faire ces interventions avec une morbidité qu'on pense, qu'on espère, et on essaye bien sûr de l'évaluer, qu'on pense inférieure à la chirurgie qu'on faisait classiquement en ouvrant le ventre. Et ça, c'est les données que je présenterai au Congrès européen d'urologie dans quelques semaines. Dans les spécificités aussi, donc vous savez, incontinence urinaire d'effort chez la femme, on a deux grands mécanismes physiopathologiques qui sont l'hypermobilité rétrale et l'insuffisance sphinctérienne. La forte prévalence chez les patients atteints de dysgraphisme de l'insuffisance sphinctérienne, liée notamment à l'atteinte des métamères sacrées, et qui fait, message à toute l'Assemblée, et on a updaté cette série très récemment, que les bandelettes sous-urétrales, qui est le traitement classique de l'incontinence urinaire d'effort chez la femme, ne fonctionne pas bien chez les patients atteints de dysgraphisme. Et là encore, il faut prendre en compte la spécificité du dysgraphisme pour prendre en charge ces patients. Le traitement, le standard en France, c'est plutôt le sphincter artificiel urinaire. Là encore, on a fait une série multicentrique où on s'est rendu compte des excellents résultats de cette intervention dans la population atteinte de dysgraphisme. Mais il faut signaler qu'en France, on a vraiment cette culture du sphincter artificiel urinaire chez la femme. C'est moins le cas de nos collègues anglo-saxons qui proposent la bandelette aponévrotique pubo-vaginale, qui a le mérite de ne pas utiliser de matériel synthétique et de causer moins de risques d'infection, avec notamment les autosondages, la pression sur le périnée quand ils sont en fauteuil. Et je pense qu'il est important de garder à l'esprit cette possibilité aussi de bandelette aponévrotique. Je vous ai mis les pour et contre ici, mais je vais passer rapidement. Le sphincter artificiel urinaire, c'est également le standard pour l'insuffisance sphinctérienne chez l'homme, mais là encore spécificité, et on avait encore une fois conduit cette étude multicentrique publiée dans le Journal of Urology. Chez les patients atteints de dysgraphisme et les patients qui ont une vessie neurologique aux autosondages en général, il y a toujours cette question du positionnement de la manchette. Classiquement, chez la plupart des patients, on met la manchette en bulbaire. Et c'est vrai que chez les vessie neurologiques, on fait volontiers en péricervical. Eh bien, on s'est aperçu dans cette étude qu'effectivement, le fait de mettre la manchette en péricervical nécessite certains abords abdominaux, mais diminue le risque d'explantation et de révision au long cours. Pour finir, dernier message, l'intérêt, toujours un petit clin d'œil à l'excellent travail de Jean-Marie et de tous ceux qui travaillent sur la prise en charge de la chirurgie materno-fétale. Avec cette histoire que vous a rappelé Emmanuel, d'hyperpression chronique et finalement de vieillissement de la vessie neurologique avec aggravation du remodelage de la matrice extracellulaire et de la fibrose, sans doute un intérêt à prendre en charge très tôt les troubles vésico-sphinctériens chez ces patients. Et on voit apparaître une littérature là-dessus et sans doute, on espère, on n'a pas encore réussi à le démontrer, que la chirurgie materno-fétale préviendra l'évolution et l'aggravation de ces vessies neurologiques. Un dernier message, mais vous l'avez compris, pour vous dire que toutes les vessies neurologiques ne sont pas les mêmes et que la vessie des patients atteints de dysgraphisme mérite une prise en charge spécifique et experte. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Une question, un commentaire? Merci beaucoup à tous les deux. Je ne vois pas l'écran pour le chat, Fabrice, si tu peux m'aider. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Alors, ongoing
story pour l'impact éventuel de la chirurgie fœtale sur un bénéfice sphinctérien. Ça fait écho à la présentation qu'a fait Lucie Guilbault hier sur la contribution qu'on attend pour la thérapie cellulaire autour de la réparation chirurgicale. Chez vous, à Rennes, il y a 3 ou 4 semaines, dans le cadre de la réunion de ERN du Working Group qu'a organisé Andrea, on discutait avec nos collègues espagnols notamment, qui nous disent, leurs urologues, j'en ai parlé avec Emmanuel et Pauline l'Allemand à Trousseau, nous disent, mais finalement, on voit très tôt dans la vie des signes qu'on trouvait beaucoup plus tard chez l'enfant autrefois. On sait qu'il y a beaucoup de différences de prise en charge de par le monde. Les anglo-saxons sont très attentistes, ne veulent pas être invasifs du tout. Je crois qu'un des bénéfices, mais indirect, de ce déplacement de la prise en charge vers la période périnatale, disons, et qu'on va peut-être s'interroger sur des explorations un peu plus précoces et certainement apprendre énormément de choses, à défaut de mettre en évidence un bénéfice absolu de la réparation prénatale. Alors, je le retourne là. Je pense qu'on va appeler Gérard Amarenko et peut-être qu'on aura un petit peu de temps pour revenir sur une ou deux questions qui sont arrivées en ligne. Donc, Gérard, sur l'éducation thérapeutique dans les troubles génitaux sexuels du patient spina bifida. Bonjour à tous. Donc, Fabrice m'a demandé de présenter, alors ce n'est pas une communication médicale, ça sera pour tout à l'heure pour la session recherche, c'est une présentation pour en quelque sorte remercier la filière pour les subsides donnés pour réaliser ce programme d'éducation thérapeutique. Alors vous savez, Benoît vient de vous parler, d'ailleurs il a tenu le challenge de parler en un quart d'heure, de faire tout le tour de la vessineurologie du spina bifida, bravo, parce que des bouquins entiers peuvent être écrits dessus. Mais si on s'intéresse d'une manière, on va dire, historique pour des problèmes, certes de qualité de vie, mais aussi sur le plan de retentissement uronéphrologique à la vessie neurologique, à un moins de degré de l'incontinence fécale, puisque ça a été rappelé hier, il y a encore un tabou là-dessus, le problème de la sexualité au sens large dans les pathologies neurologiques, en particulier dans les maladies rares et en particulier dans le spina bifida ou d'autres pathologies congénitales médulaires, est un problème qui est souvent ignoré, et en tout cas, s'il n'est pas ignoré, mal abordé et mal pris en charge. D'où l'intérêt, bien évidemment, d'assurer une éducation thérapeutique à ces patients, mais pas uniquement aux patients, mais aussi à l'entourage familial. Donc, je vais vous brosser en quelques diapositives, mais on ne va pas les développer d'une manière très, très importante. Ça nous prendrait toute l'après-midi. On a mis au point, grâce à cet effort de la filière qu'on remercie encore, un guide méthodologique de l'éducation thérapeutique auprès des patients atteints de malformations médulaires rares. Guide qui va nous permettre, et qui nous permet déjà d'ailleurs, de mettre en place une éducation thérapeutique bien spécifique à ces patients. Vous voyez résumé sur cette diapositive les membres de ce travail, les membres du groupe de relecture qui est extrêmement important pour bien vérifier si on a été exhaustif et si on n'a pas fait de bêtises. Et puis vous voyez que les objectifs, c'est naturellement un certain nombre de choses que l'on connaît bien. C'est définir l'éducation thérapeutique et l'organisation, c'est tout à fait classique. La démarche, c'est pas spécifique à l'éducation thérapeutique du SPINA pour le côté génitosexuel. Ce qui est intéressant, c'est les spécificités que l'on peut développer sur ce type de pathologie en termes de connaissances et de méconnaissances, en termes d'entourage, en termes de prise en charge et surtout en termes d'interrelation avec les problèmes vésico-sphinctériens et anorectaux qui vont impacter d'une manière assez importante la prise en charge et la réalisation d'une sexualité aboutie. À ce propos, et vous voyez, je l'ai marqué, je tiens à remercier Aline, ici présente, Aline Cazenave, sur son aide extrêmement importante sur le plan administratif pour faire passer ce programme auprès de l'ARS, programme qui a été accepté sous réserve de, je crois, d'une subtilité administrative, d'un questionnaire qu'on doit leur fournir dans les semaines qui viennent. Merci encore, Aline, de votre implication. Alors, le concept de santé sexuelle, tout le monde le connaît, c'est une capacité à se faire plaisir au moment de l'activité sexuelle, mais c'est aussi un comportement sexuel en termes d'interrelation avec les autres et qui soit compatible avec l'éthique
générale, hein, que ce soit une éthique sociale, une éthique familiale ou une éthique personnelle. Ça ne concerne pas uniquement l'aspect, on va dire, récréatif de la sexualité, mais aussi le côté procréatif. On a insisté tout à l'heure sur le côté multidisciplinaire de la prise en charge, on va dire, neuropérinéale pour la vessie. Ça l'est aussi pour le côté anorectal et ça l'est tout autant sur le côté génitosexuel, puisqu'on travaille avec les chirurgiens urologues pour la reproduction, la fécondation, les gynécologues, etc. Tout ceci est absolument important et le patient doit être conscient et prévenu justement de la nécessité, de la multiplicité des intervenants, ce qui n'est pas parfois sans poser certains problèmes, puisqu'il est parfois relativement difficile de se livrer sur le plan psychologique de son intimité sexuelle, mais redélivrer à chaque fois le même message, le même questionnement à plusieurs intervenants, ça peut être parfois problématique pour les patients. Capacité récréative, capacité reproductive, mais aussi prévention des maladies, prévention des infections sexuellement transmissibles. Vous savez que c'est un vrai problème, hein, notamment dans certains centres de rééducation. C'est un vrai problème sur le plan social, c'est un vrai problème sur le plan de la santé. Et cette éducation thérapeutique sur le plan génitosexuel doit prendre en compte cette dimension. Alors, qu'est-ce que ça implique, l'éducation thérapeutique? On ne va pas refaire toutes les diapos. Qu'est-ce que c'est que l'éducation thérapeutique, cette prise en charge de l'auto-soin, passer les compétences du professionnel de santé au patient? Tout le monde le connaît et on pourrait redire strictement la même chose pour la vessie, pour le côté anorectal, pour le côté spasticité, pour le côté de l'éducation thérapeutique du diabétique, etc. Quelques points particuliers. Il faut bien évidemment que les patientes et les patients soient parfaitement au courant à un degré qui puisse être acceptable et accepté par leur capacité, on va dire, psychologique et cognitive, de leur anatomie, de leur physiologie, puisque c'est quand même pour tout un chacun qui n'a pas une pathologie de maladie rare, parfois un certain degré de méconnaissance du mode de fonctionnement de l'activité génitosexuelle. Donc c'est quelque chose qui est absolument important, cette étape de la prise en compte, de la connaissance, de l'enseignement de l'anatomie, de la physiologie, de la physiopathologie de l'activité sexuelle, tant en termes à la fois de plaisir que de procréation. Bien évidemment, connaître ces pathologies induites par la sexualité, par les activités sexuelles, en termes de facteurs de risque, en termes de possibilités. Et puis, bien évidemment, apprendre à ces patients les différentes techniques et ressources qu'on peut leur proposer pour pouvoir pallier parfois un certain nombre de déficits élémentaires en termes d'érection, en termes d'éjaculation, en termes de plaisir, en termes d'orgasme. Le vrai problème en termes de troubles génitosexuels chez le patient atteint d'une maladie rare de type médulaire et notamment médulaire basse, encore une fois, c'est l'intrication avec les troubles vésico-sphinctériens et anorectaux. Il y a un vrai questionnement des patients, c'est comment s'organise notre sexualité avec ces troubles urinaires et ces troubles anorectaux. Hier, il y a eu de remarquables exposés sur la session MAREP avec des associations de patients, notamment une dame, je ne me rappelle plus son nom, qui parlait de son enfant et qui parlait des possibilités et des difficultés que les gens avaient se projeter avec leur incontinence fécale ou leurs troubles anorectaux dans une activité extrêmement intime qui est l'activité sexuelle. Et c'est tout à fait vrai. Et bien évidemment, ça s'adapte complètement à ces patients neurologiques, à ces spina bifida notamment, qui peuvent se questionner sur l'existence d'une incontinence urinaire percoïtale, qui peuvent se questionner sur leur degré d'attractivité, de féminité ou de masculinité vis-à-vis de leur partenaire. Et cette interrelation intime qui existe sur le plan anatomique, qui existe sur le plan physiologique, existe sur le plan thérapeutique et il n'est pas question d'avoir une sexualité, on va dire, aboutie, avec une plénitude psychologique, amoureuse, affective avec son ou ses partenaires, sans qu'on prenne en charge d'une manière obligatoire l'activité, la sphère urologique et anorectale. Il faut prévenir l'incontinence urinaire, il faut prévenir l'incontinence fécale. Benoît a rappelé l'efficacité extrême des injections de toxines botuliques, si c'est une hyperactivité de vessie, l'efficacité du sphincter artificiel, bien évidemment, si on a une incontinence urinaire d'effort.
À ce propos, je ne sais plus qui a parlé tout à l'heure je crois que c'est Mado, qui a parlé de ces douleurs percoïtales. C'est tout à fait connu en neurologie. On avait publié il y a quelques années, je ne sais plus si c'est dans Neurology ou dans je ne sais plus quoi, ce qu'on avait appelé les sciatiques permictionnelles et les sciatiques perorgasmiques. C'est tout simplement pour les neurologues et neurochirurgiens ici présents la même chose que l'infarctus du myocarde. Quand on a un infarctus du myocarde, on peut avoir des douleurs rapportées, projetées au niveau du membre supérieur. Il y a un véritable phénomène de contiguïté neuronale au niveau du cône terminal, et au moment de l'exacerbation de cette volée d'afférence sensitive qui arrive au niveau du cône terminal générée par la miction, par le réflexe mictionnel ou générée par l'éjaculation, on peut avoir des radiculalgies, des douleurs abominables qui peuvent entraver bien évidemment la plénitude et la satisfaction des rapports sexuels. Je suis désolé, je vais faire défiler les diapositives à toute vitesse parce que tout ce que je viens de dire, je l'ai dit comme ça, sans bien regarder les diapos. Je crois que j'ai insisté sur les points importants, qui est l'intrication des troubles génitosexuels avec les phénomènes urinaires et anorectaux, la nécessité de la prise en charge combinée de ces troubles, et encore une fois, plaider comme mes collègues sur le côté multidisciplinaire de cette prise en charge. Je vous remercie. Ok, merci. Donc, vous pouvez poser des questions en ligne. Je reviens donc, parce qu'on va peut-être coupler entre les présentations de Benoît et de Gérard. Il y avait un commentaire précédemment sur donc, ne pas oublier la transition adulte, grand adulte, bien entendu. Ensuite, une question de Pauline Lallemand. Bonjour, merci pour cette présentation. Le risque carcinologique est-il plus grand chez les patients atteints de dysraphisme que chez les autres types de vessies neuro? Donc, risque carcinologique, pour toi, dysraphisme. Benoît. Merci Pauline et bonjour au passage. Alors c'est très difficile de répondre à cette question parce c'est pour ça que j'avais fait cette étude sur base administrative. C'est très difficile déjà d'authentifier le surrisque de carcinologique dans les vessies neurologiques en général et donc encore plus difficile de comparer entre les différents types de populations neurologiques. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une durée d'évolution de la vessie neurologique dans le cadre du dysraphisme qui est de fait plus importante que dans la plupart des autres pathologies. Blessés médulaires, voilà, ça arrive au cours de la vie. Et donc, par définition, les dysraphismes, ils ont ça depuis leur enfance, avec l'inflammation, les infections, les autosondages, parfois les sondages à demeure. Donc, à part la durée d'évolution dont on sait qu'elle est associée au risque carcinologique, il est très difficile de répondre s'il y a un surrisque pour les dysraphismes. Mais Benoît, est-ce que le type de cancer induit par exemple par les autosondages de la vessie, c'est le même que les autres? Merci pour cette passe, monsieur Marinko. Donc, souvent, c'est effectivement plutôt des carcinomes épidermoïdes qu'on voit dans ces vessies neurologiques, avec notamment la sonde Admer, etc., qu'il faut proscrire, bien entendu, comme vous le savez. Mais on voit quand même quelques cas de carcinomes urothéliaux sans qu'on ait très bien compris. Véronique Fay, avec qui vous travaillez à Tenon, à travailler sur justement la caractérisation immunohistochimique de ces vessies neurologiques et de ces cancers sur les vessies neurologiques, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Merci beaucoup Benoît. Une question, Monsieur Bonnet, qui concerne l'évolutivité avec le temps des vessies neurologiques chez les patients SPINA, notamment avec la question des moelles attachées. Ça, c'est, je pense, un commentaire qu'il souhaite faire. Et puis, il dit bien que, étant rare, est-ce que, bien que rare, je lis sa question, pardonnez-moi, bien que rare, les dysraphismes ouverts ont rarement des reins dilatés en anté ou prénatal. Donc, je suis d'accord avec lui, c'est tout à fait exceptionnel. Et puis il y avait une question qui concerne le lien que vous venez de discuter sur le surrisque pour le cancer de la vessie chez ces patients. Et il pose la question qu'on avait posée déjà à Rennes, de facteurs de confusion et notamment du tabagisme. Oui, effectivement, ça rajoute au risque. Et la question aussi sur laquelle on revient toujours, est-ce que les dérivations urinaires, iléales ou gastriques, alors gastrique, ça a été établi que oui, c'est un surrisque énorme, mais est-ce que les dérivations iléales constituent un risque carcinologique supplémentaire? Et on n'a pas de réponse formelle à apporter. Ça peut arriver, mais c'est toujours pareil, c'est sur des tellement petits nombres de cas, des petites populations, que c'est difficile de sortir des données solides.